Bonjour, bonsoir à tous. Bien entendu, en fonction de votre localité et en fonction de l'heure à laquelle vous allez enclencher cette vidéo, je vous souhaite à tous de meilleurs vœux pour 2021. Alors, je ne sais pas s'il est de bon ton de souhaiter une bonne année. On va simplement dire année, parce que ce qui se profile, le plan de route qui nous a été dessiné n'est pas très très rose et brillant. Mais comme Benoît Poulvord l'avait dit dans une vidéo, bonne année mon cul. Donc voilà, ce sera pour la petite intro. Et c'est une nouvelle vidéo que je propose ici afin que on voit en revue l'hydroxychloroquine ensemble et pas trop en fait l'historique en question au niveau de la médecine, au regard de la médecine, mais une historique récente en fait. Comment elle a été calomniée, mise à mort et à mal en l'an 2020. Et c'est ce en quoi je vais m'attarder ici. Et quoi? Ah, ouais, ouais, j'ai changé de bonnet. Ouais, 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 bah, on a de gros moyens dans cette émission. Hein. Ouais, ouais, voilà, voilà, voilà. Voilà, vous savez ce qu'on dit. Hein. On se fait une nouvelle peau sans jamais se refaire à l'intérieur. Donc voilà. Mais de gros moyens, j'ai investi dans le bonnet. Vous imaginez même pas. J'ai des actions chez diverses compagnies. Bref, voilà, revenons au sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'hydroxychloroquine. Et alors, je dédicace cette vidéo au père d'un ami qui, en fait, d'après ce que j'ai compris, est aux prises depuis longtemps avec les médias et croit un peu, si vous voulez, à la chanson de la bien-pensance et de l'intelligentsia dominante qui est véhiculée par les médias. Et les médias ne sont jamais que le bras armé, si vous voulez, des gouvernements. Mais les gouvernements sont les marionnettes, là où en fait les lobbies mettent la main, etc. Et les lobbies à l'intérieur agitent en fait les mouvements des gouvernements pour en fait les faire aller dans le sens qu'ils voudraient. Et spécial dédicace au père de mon ami. Et j'espère qu'à l'après cette vidéo aussi, il comprendra qu'effectivement, ben, non seulement il y a une mise à mort voulue de très haut, mais aussi qu'il s'agit d'autre chose que l'hydroxychloroquine ou même du Covid-19 dit SARS-CoV-2. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction, le prélude. C'est normalement une vidéo qui ne devrait pas durer trop longtemps au vu de mes notes, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais je ne fais que recueillir, si vous voulez, toutes les informations qui, encore une fois, je le dirai jamais assez, sont à portée de pouce. Votre pouce, là, vous pouvez aller, tout à chacun peut aller se sourcer sur Internet. Maintenant, on n'a plus d'excuses, si vous voulez. Le savoir est à la portée de tout un chacun. Avant, on devait aller dans une bibliothèque, on n'avait pas le temps, on travaillait. Maintenant, voilà, on n'a plus d'excuses, si vous voulez, surtout quand on est confiné ou alors qu'on est soumis à un couvre-feu. Donc voilà, pour l'hydroxychloroquine, je reviens au sujet. Si vous voulez, l'hydroxychloroquine vient de la quine, qui est en fait une plante qui est issue d'un arbre qui s'appelle le cinchona. Le cinchona, si vous voulez, c'est une plante, un arbre qui se trouve principalement en Amérique du Sud. Alors vous avez 23 sortes, etc. Bon, et on en extrait, si vous voulez, un de ces arbres-là, c'est le quinquina. Le quinquina, voilà, je dis bien, je regarde mes notes, oui, voilà, le quinquina, j'ai bien révisé. Et hors de ça, on en extrait la quine. Alors, historiquement, si vous voulez, ça soigne, c'est un antipaludisme et un antipyrétique. Et à travers les âges, si vous voulez, il a eu diverses utilisations, mais très principalement, c'est un antipaludéen. Et après, si vous voulez, vous avez Schweppes qui a fait une boisson à la quine un peu plus tard. Et après, vous avez même au Brésil euh, le sel médicamenteux. On mêlait en fait, si vous voulez, au sel de la quine afin de soigner les personnes qui mangeaient ce sel-là euh, du, du paludisme. Donc voilà en fait pour l'historique, etc. D'où ça vient. Je ne vais pas trop m'attarder, si vous voulez, à l'échelle de l'histoire de la médecine, une anthropologie de la médecine et l'évolution et sa découverte, etc. Pour ça, je vous renvoie, si vous voulez, à la conférence de l'IHU de Marseille
qui a traité l'historique, si vous voulez, brillamment, mieux que ce que je ne saurais jamais le faire. Et si vous voulez, voilà, donc vous allez là et vous aurez en fait donc IHU de Marseille. Ils ont une chaîne YouTube. Il y a notamment voilà, toutes les mises à jour avec les recherches trouvées par l'IHU et en la voix du professeur Didier Raoult. Et vous pouvez les suivre à jour tout le temps. Donc voilà, et il faut savoir que jusqu'ici, l'hydroxychloroquine, jusqu'à l'an 2020, était en vente libre. Donc ça veut dire que vous allez à n'importe quelle droguerie ou pharmacie et vous trouverez ça pour moins de 5 euros et c'était vraiment pas cher. Et si vous voulez, ça a commencé à faire un couac début 2020. Pourquoi début 2020? Parce que le 13 janvier, si vous voulez, au Parlement français, on a classé l'hydroxychloroquine comme étant substance vénéneuse, toxique. Et là, ça commence les interrogations. Alors que je vous rappelle c'est une molécule qui était en vente libre pendant plus de 50 ans. Donc là, questionnement qui s'impose. Et après, un peu comme si c'était, si vous voulez, un délit d'initié, hein, ben, arrive le confinement. Mi-mars, fin mars. Donc là, une corrélation assez wow, si vous voulez, voilà. Pour ceux qui sont porteurs de questionnements de manière constante, etc., qui remettent en cause un peu les institutions gouvernementales, etc., les médias qui sont porteurs de bon sens et je veux dire aussi de rationalité, ben, en fait, on se rend compte que ben, là, il y a déjà un mauvais départ. Mais bon, Michael Schumacher nous a appris que les mauvais départs ne faisaient pas les champions et ne faisaient pas le palmarès. Mais on va voir en fait que de ce mauvais départ-là, ben, on va pas sortir champion de tout ça. Et non plus la médecine, et non plus la molécule en elle-même ou le médicament, l'hydroxychloroquine, vont s'en sortir diminués. Et alors, très vite, si vous voulez, lors de la crise, le professeur Didier Raoult s'est démarqué à travers ses vidéos qu'il a mises en ligne. Non seulement il a communiqué, mais il a aussi prescrit et soigné. Et lui, ça lui a semblé directement, si vous voulez, criant de vérité qu'il fallait utiliser l'hydroxychloroquine. Pourquoi? Parce qu'il avait des études, et des études empiriques, donc des études factuelles de terrain, qui prouvaient que ça marchait depuis pas mal de temps. Donc il s'est dit, avec l'analyse du SARS-CoV-2, qu'effectivement, c'était un peu comme le paludisme, etc., ben, il y avait une possibilité de traiter. Et traiter comment? Avec son protocole qu'il a trouvé, c'est l'hydroxychloroquine, qui est un antipaludisme, et aussi l'azithromycine, qui est un antibiotique. Et dans un stade assez précoce de la maladie, ben, vous aviez des résultats très très convaincants, qui étaient en fait incontestables en fait. Et ce protocole-là a été mis à mal. Même ce protocole-là a été, si vous voulez, diabolisé. Et alors que on nous disait, en fait, en face, dans l'autre plateau de la balance, pour justifier la diabolisation de ce protocole-là, on nous disait que oui, il n'a pas été homologué, il n'a pas été certifié. C'est vrai qu'effectivement, il n'a pas été prouvé. Il n'a pas subi les tests conséquents qui permettraient effectivement de le démocratiser et de le répandre et de le sortir de manière officielle. Mais en temps de crise, si on suit ce qu'on nous a dit en fait, hein, si on suit les phrases d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Donc en temps de guerre, fini de tergiverser en contingence ou en spéculation hâtive. Il faut à un moment donné agir si on est en temps de guerre. Si on suit la logique des politiques et si on suit le ton qui a été donné, on se doit d'agir. Et donc, fini de faire de la théorie, fini de faire du dogmatique, place à la pratique. Et ça, c'est une phrase notamment du professeur Christian Perron, qui le relaye dans son livre. On va y venir à ce livre aussi, brièvement, dans une parenthèse. Mais tout ça pour dire que, effectivement, ça a été calomnié. On a voulu faire de la théorie, de la théorie, de la théorie, sans jamais passer à la pratique. Donc, on a évincé ce protocole-là qui avait fait quand même ses preuves, et non pas seulement à l'échelle de l'IHU de Marseille, hein, mais il y avait des études qui avaient été données dans d'autres pays. Si je devais mentionner toutes ces études-là, vous pensez bien que la vidéo aurait fait 5 heures.
ce n'est pas dans mon intérêt et dans le vôtre non plus. Ici, voilà, je fais une synthèse à l'échelle français et européen pour que ce soit bien compris. Et après, si vous voulez, euh, ça a été interdit d'abord dans le stade précoce. Ça a été autorisé dans un stade avancé de la maladie. Mais les virologues, les épidémiologistes, etc., savaient très très bien qu'en fait, même les médecins, je pense, certains, une poignée de résistants, savaient pertinemment que ça n'avait aucun effet. Ils le savaient. Et alors, ça a été autorisé, mais ça n'avait aucun effet. Et après, donc, pour revenir au livre de professeur Christian Perron, à qui j'envoie tout mon soutien, et peut-être que je dédierai toute une vidéo à ce sujet-là, mais je rappelle pour la énième fois, si vous me suivez dans mes vidéos, si c'est la première fois, il a écrit un livre en date du 17 juin 2020 qui s'appelle Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? L'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Et où il mettait en lumière toutes ces incohérences, etc., apportées par les politiques, et il montrait au grand jour la non-gestion, l'incohérence des décisions, des injonctions qui ont été prises. Et il fait aussi référence au passage entre l'hydroxychloroquine qui avait fait ses preuves mais qui a été évincé et où on a mis en avant le Rivotril en fin de vie dans les EHPAD. Mais je le rappelle encore une énième fois, le Rivotril dans les EHPAD en fin de vie, si vous voulez, c'est comme si on euthanasiait toutes les personnes âgées dans les homes en fait. On était en train de les tuer parce que ça n'avait, si vous voulez, que les effets de les tuer, non pas de les soigner. Donc on a évincé l'hydroxychloroquine pour mettre en fait le Rivotril. Et il le dit dans le livre, ça lui a paru comme étant la pire des choses possibles en fait. Il se rendait compte qu'on ne voulait même plus soigner, mais en fait on voulait tuer, limite on voulait, mais c'était fait à dessein. Il y avait vraiment une volonté, si vous voulez, derrière ce choix, mais qui n'était pas cohérent et qui était pris soi-disant par Haut Conseil de la Santé, qui conseillait Macron, etc., en la personne de Jean-François Delfrazi, je crois, enfin je ne sais plus les noms, au moins les noms, enfin ça en fait deux. Bref, c'était le président du conseil et ce conseil-là a conseillé des choses ainsi. Et on se rend compte que ce n'est pas dans notre intérêt. Nous, on ne sait rien, monsieur tout le monde. Le citoyen lambda, si vous faites un micro-trottoir dans la rue, vous verrez qu'il n'y en connaît fichtrement rien. Mais quand vous faites les études, etc., auprès des sachants, auprès des personnes, en fait, si vous voulez, qui sont aux prises avec la maladie de manière quotidienne et de manière factuelle, vous diront qu'en fait, c'est une escroquerie intellectuelle, c'est un non-sens. Et pourtant, on l'a fait, c'est ce qui a été fait. Vous voyez. Après, si vous voulez, il y a eu aussi, entre-temps, on nous disait que donc on ne pouvait plus le prescrire, etc. Donc les médecins ont été, si vous voulez, interdits de prescription, ce qui s'est jamais vu en fait à l'histoire de l'humanité ou de l'anthropologie de la santé, à l'histoire de la médecine. Ça n'a jamais été fait qu'un médecin ne pouvait pas prescrire alors qu'il était en connaissance, on va dire pas maximale, mais en connaissance suffisante des bienfaits d'un tel médicament ou une telle molécule, etc. Là, paf, il y a eu vraiment une chape de plomb ou de béton qui a été imposée comme ça pour empêcher les médecins généralistes de prescrire et d'agir en fait. Donc en fait, encore une décision qui va à l'encontre du bon sens. Parce que dans un monde idéal où on se dit, écoutez, voilà, moi je donne mes impôts, je veux faire société, etc. Et effectivement, j'attends de mes dirigeants qui me offrent sécurité et protection, mais ça passe aussi par la protection et la sécurité de la santé, quoi, d'avoir une bonne santé et avoir des médecins qui œuvrent pour moi et qui travaillent dans mon intérêt, quoi, qui me préservent et m'assurent une longévité de vie, quoi. Et en fait, là, c'est tout le contraire. Et on va voir point par point qu'il y a plein d'incohérences qui ont été données contre la santé. On peut parler de toutes ces personnes mortes en fait, dans les EHPAD. Et est-ce que ça a été fait à dessein? Ça, c'est tout un chacun qui devra se poser la question. Mais est-ce que ça a été voulu aussi peut-être pour vider des lits? C'est pas impossible de se le demander. Il ne faut pas oublier que des personnes âgées, elles ont fait leur vie, elles ont cotisé pendant 45 ans dedans. Et après, si vous voulez, elles coûtent beaucoup plus à la sécurité sociale. Donc il ne serait pas impossible de se dire que, limite, ça a été voulu. Il n'est pas impossible. Ce n'est que la recherche de la vérité. On est ici
si vous voulez, à la recherche de la vérité. Mes vidéos sont en fait, ont pour but et vocation, hein, si vous voulez, à tout un chacun doit se faire, si vous voulez, cet examen de conscience. Et par le questionnement, on va justement avoir une prise en maturité instantanée. Et à force de se questionner, plus on va se questionner, plus on va arriver à cette prise en maturité. Donc voilà. Et il faut savoir que aussi, on a eu, lors du premier confinement, on a eu le droit à une vidéo sauvage, si vous voulez. Une vidéo sauvage qui a été donnée par un livreur de l'armée. Donc d'un côté, on nous disait, les politiciens, oui, non, il faut pas, hein, nan, nan, on peut pas prescrire, etc. Mais vous avez, si vous voulez, ce livreur-là, il a retrouvé à l'armée, donc disais-je dans les cartons, il avait fait une vidéo spéciale, sauvage, et où il ouvrait, en fait, si vous voulez, les cartons, il les ouvrait et il les montrait. Et il disait, tiens, comment ça se fait qu'on se fait livrer de l'hydroxychloroquine pour le personnel militaire? C'est une grosse incohérence, je veux dire. On vous dit non, pas l'hydroxychloroquine, mais en fait, pour certains corps comme ça, alors je n'ai rien contre le corps militaire, hein. Ils font leur travail de manière la plus brillante possible, avec le plus grand professionnalisme, mais je pointe la cohérence ici, non pas le corps militaire, vous l'auriez bien compris. Mais ce que je veux dire clairement, c'est qu'il y a une incohérence en ce qui nous est donné comme injonction et ce qu'on nous dit à la télévision, au journal de 20 heures encore, à instrumentalisation de la peur. Et après, sur le terrain, les faits factuels, il y a autre chose. Il y a le corps armé qui se fait en fait livrer de l'hydroxychloroquine. Alors, c'est entre-temps, donc je n'ai pas les dates, je ne vais pas repasser les dates, etc. D'ailleurs, je vous invite à aller lire le livre. Il le fait mieux que moi. Il date toutes les interventions, si vous voulez, des politiciens, avec la date, la chaîne à laquelle ça a été dit, etc., etc. Bon, moi, c'est pas quelque chose que je vais faire ici. Et je ne sais même pas si chronologiquement je suis bon, mais il m'a semblé de tout reprendre comme ça pour mettre à jour hein, ces incohérences et ces foutages de gueule, en fait. Et après, si vous voulez, entre-temps, vous aviez des politiciens qui contractaient le SARS-CoV-2. Et ces mêmes politiciens qui avaient voté, si vous voulez, contre, contre l'hydroxychloroquine et la prescription de l'hydroxychloroquine, ben, ces mêmes politiciens-là, ben, ils appelaient Raoult, hein, et ils se faisaient soigner à l'hydroxychloroquine. Donc encore une fois, on a un foutage de gueule innommable, sans nom et sans fond. C'est quelque chose, franchement, que, je veux dire, si on est porteur de bon sens et de réflexion simple, je veux dire, non, ce n'est pas, intellectuellement, ce n'est pas recevable. On ne peut pas se dire que c'est pour notre bien. On ne peut pas se dire que ces gens-là œuvrent pour notre bien. Et d'ailleurs, à ce propos, il est important de parler d'Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé en ce temps. Elle a dit dans une conférence, le meilleur argument qu'on ne peut jamais trouver, qu'un ministre avance. Il nous dit, elle nous dit, enfin, à la faute d'elle, mais elle nous dit carrément que en fait on prend trop de médicaments et que on doit s'abstenir d'en prendre. Donc je vais interdire l'hydroxychloroquine sur base de cet argument puissant. Mais c'est un argument de comptoir, c'est un argument de cours de récréation. De quoi on parle? Ce sont des professionnels de la santé qui nous disent qu'on prend trop de médicaments. Mais pour le remdesivir et pour leurs couillonnades qui viennent des laboratoires Gilead, etc., non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de médicaments. Ok? Donc, est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Est-ce que vous voyez vraiment mon cheminement vers le bon sens? Et cette chère Agnès Buzyn, en l'an 2021, vient d'être promue, s'il vous plaît, si vous voulez, par le directeur général de l'OMS. Waouh, la promotion! Et il y a même, sur le papier, une idée qui va, en fait, si vous voulez, lui faire avoir l'immunité parlementaire, l'immunité qui va lui permettre en fait de se disculper de la couillonnade qu'elle a faite. Et on voit bien que là, encore une fois, il y a une énième façon, une énième machination contre nous. Et il est intéressant de se le dire, il est intéressant, il est important de se poser la question. Pourquoi ça a été fait dans ce sens? Et vous verrez qu'à force de mettre toutes ces incohérences que ici j'évoque, il y a une couille monumentale. Monumentale. Et c'est pour moi, c'est pour ça, c'est le cœur nucléaire de la raison pour laquelle je trouvais important de confectionner cette vidéo de toute pièce. Voilà. On peut aussi parler de l'article du Lancet, qui était, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'article d'une revue médicinale de science, etc., qui en fait a un prestige innommable. C'est, si vous voulez,
Mais en date juste avant l'ascension, si vous voulez, donc ça doit être en avril, ok, avril-mai, ils ont sorti un article comme quoi l'hydroxychloroquine était bidon. Alors, si vous regardez le film documentaire Hold Up, vous avez l'ancien ministre, je ne sais plus son nom, qui dit qu'effectivement ça a été fait à la veille de l'ascension. Pourquoi ça a été fait à la veille de l'ascension? Parce qu'il y a des éditeurs et des membres en fait du corps, hein, du Lancet, etc., qui ne sont pas là parce qu'ils ont pris congé. Et donc, effectivement, il y a moyen de faire passer quelque chose comme ça, vite fait. Mais ils sont revenus après là-dessus et ils se sont dit, ah non, en fait, on a dit des bêtises, etc. Mais ça mettait à mal l'hydroxychloroquine. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien ministre. Il dit que qui a commandité ça? Qui a été derrière, si vous voulez, pour financer un tel article? Qui a mis en œuvre, je veux dire, le fait qu'on a pu manipuler une revue comme ça médicale de haut nom afin de transformer et de configurer, si vous voulez, tous les avis concernant l'hydroxychloroquine et sa prescription. Et effectivement, façonner l'opinion publique, l'opinion populaire, afin qu'effectivement, le citoyen lambda qui ouvre, si vous voulez, sa télévision se dise, ah, ben c'est vrai que c'est de la merde en fait. En fait, ça a été créé, ça a été fait à dessein pour que nous, en fait, si on ne connaît rien, si on ne fait pas les recherches suffisantes, on se dise, nous qui ne comprenons rien, ignares de notre histoire et ignares de culture, en fait, on se dit, bah, ouais, c'est de la merde en fait. Et non, non, ça, il faut pas prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un nivelage vers le bas. Nivelage vers le bas, parce que la culture, un culte, et effectivement, bah, ça ne peut que se contaminer, cette culture et ce nivelage vers le bas. Donc voilà ce qu'il en est. Je l'ai dit, interdiction de prescrire, etc. D'abord avec les patients, et puis entre les médecins. Si vous voulez, d'abord c'était aux patients qu'on ne pouvait plus prescrire, et puis c'était entre les médecins, entre eux. Ils ne pouvaient même plus, en fait, si vous voulez, euh, se recommander cette molécule, ce médicament, pour en fait se soigner, ou même, si vous voulez, qu'il y ait une résistance au sein du corps médicinal, et qu'effectivement, ben, ils puissent se le refiler ou quoi. Là aussi, il y a un truc qui ne va pas. Il y a Anguille sous roche, il y a un parfum ambiant de nauséabond qui entre la merde, la putréfaction, la fosse septique. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est très très grave. Vous avez le conseil des médecins, ça c'est dans le livre de Christian Perron, le professeur Christian Perron a dit dans le livre que le haut conseil des médecins, qui en fait était en charge de conseiller Macron, ces personnes-là ont rendu un rapport sur l'hydroxychloroquine. Et ça, le professeur le dit très bien dans son livre. Il dit qu'effectivement, ça a été rendu. Et l'une de ces personnes-là, je ne sais plus le nom, j'ai pas cherché, j'aurais dû relire tout le livre, etc. Mais l'une de ces personnes-là a même avoué le lendemain que bon, bah, c'est vrai que c'était bidon. C'était vraiment bidon, qu'il ne fallait pas le faire et que limite, il y avait un petit regret qui était là, un arrière-goût comme ça, et qu'il y avait vraiment mal donne. Mais ça a été fait quand même. Et encore une énième en fait preuve que il ne s'agit plus ici du Covid, il ne s'agit plus de l'hydroxychloroquine, il ne s'agit plus de tout ça, il y a autre chose. Et cette autre chose, j'en reviendrai dans mes conclusions. Après, si vous voulez, un peu plus tard, hein, parce que bon, il y a eu tellement d'épisodes à relater, etc. Mais beaucoup plus tard, on a en fait, si vous voulez, on la personne de Didier Raoult, qui lui continuait ses publications. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit toutes les publications sur le SARS-CoV-2 et sur le traitement de la maladie. Notamment aussi quant aux mutants. Chaque fois qu'en fait, si vous avez un variant ou un mutant, lui, vu qu'il travaillait, vu qu'il bossait, ben, il postait et il publiait afin que ces connaissances-là aillent, si vous voulez, au monde entier. Et pour qu'on puisse, de manière unie, fonctionner contre ce mal, qui est le SARS-CoV-2 qui nous a frappé en l'an 2020. Et après, si vous voulez, il a été, le professeur Didier Raoult, disais-je, il a été mis à mort par l'ordre des médecins. Et puis, avant ça, par l'Assemblée nationale, qui a fait une commission d'enquête sur lui, et on l'a interviewé, comment ça se fait, ça. Il cherchait à comprendre ça. Mais je veux dire, encore une fois, on était en temps de guerre. On était, si vous voulez, dans la nécessité d'agir. Il fallait soigner. Il ne fallait pas commencer à être, si vous voulez, fantasmagorique, ou commencer à chercher à homologuer tel traitement, etc. Si on nous dit qu'on est en temps de guerre, il faut agir. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et malgré ça, on a essayé, en fait, si vous voulez, de manière individuelle, de l'isoler, de le faire passer pour un fou.
Mais moi qui ne regarde pas les médias depuis un temps déjà, je veux dire, il ne serait pas impossible qu'on l'a diabolisé tel point parce que si maintenant vous faites un micro-trottoir, encore une fois, je reviens avec mon micro-trottoir, mais c'est totalement vrai, on va dire, c'est un thermomètre d'une époque, hein, le micro-trottoir. Et si vous faites un micro-trottoir maintenant, je suis persuadé que si vous posez la question à tout un chacun sur la qualité du professeur Didier Raoult, on vous dira que c'est un personnage. Alors forcément, ben, on s'arrête au look, hein. C'est un rocker, c'est un marginal, et alors là, hein, encore une fois, les adjectifs péjoratifs vont de bon ton, hein. Et je dis que les gens ne savent pas ce qu'il a fait, mais c'est quelqu'un au CV incommensurable. C'est quelqu'un dont même moi je n'ai pas la portée de ce qu'il a fait. Il a apporté des avancées, on va dire, scientifiques et médicinaux qui n'ont pas leur pareil, en fait, si vous voulez. Et alors, encore une fois, on se permet de remettre ça en question. Et je ne pense pas qu'il est de bon ton de s'en prendre à lui. Plus tard encore, si vous voulez, la SNM, si vous voulez, la haute organisation qui régule les médicaments, etc. Alors il y en a une apparemment dans chaque pays, il y en a une en France, en Belgique, hein, en Suisse, dans tous les pays. Et elle a, si vous voulez, porté plainte contre lui pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Et ça a été, si vous voulez, jusqu'à l'interdire de traiter avec l'hydroxychloroquine. Donc on a interdit les approvisionnements à l'IHU de Marseille pour que lui, il arrête de traiter et il arrête de soigner. C'est quand même une aberration sans nom. Parce que lui, il avait des résultats. Et effectivement, il y avait bon nombre de gens qui allaient se faire soigner tout le temps. Et les résultats étaient corrects. Mais on l'a interdit d'exercer sa fonction première qui est de soigner. Et, euh, et quand vous regardez, vous mettez ça en parallèle avec le professeur Christian Perron, c'est qu'il est en train de lui arriver. On l'a démis de ses fonctions, on l'a retiré la licence de professeur, alors qu'un professeur universitaire, il a force de parole, parce que son enseignement vaut quelque chose. Je veux dire, ça pèse dans la balance, dans le CV. C'est pas un vendeur de kebab, vous voyez ce que je veux dire, au coin de la rue, là, vous voyez, ou un grec, ou ce que vous voulez. Non, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a un CV, qui a officié dans tel poste, et qui a force de parole, quoi. Sa parole a beaucoup plus de valeur que quelqu'un d'autre, que la mienne, que la vôtre, que je ne sais qui, mais ça a quand même force. Et là, on lui a retiré sa licence de pouvoir exercer la profession d'enseignement voilà, de l'infectiologie, etc., etc. Enfin, dans ce domaine, je ne sais pas s'il est infectiologue, ça, je ne sais pas exactement, parce qu'il a tellement un grand CV que, pardonnez-moi, mais bon, vous avez compris là où je veux en venir. Et c'est pour ça qu'on l'a aussi démis de ses fonctions. On l'a démis de ses fonctions et on l'a retiré, si vous voulez, le poste de directeur, là où il était à Raymond, je ne sais plus, oh là là, je l'ai dit dans mon autre vidéo, mais on lui a retiré la fonction de directeur de son hôpital. Et là encore, avec Didier Raoult, on a essayé de le calomnier, le mettre à mort. Alors, avec son avocat, Didier Raoult, maître Divisio, Fabrice Divisio, ils ont porté plainte contre la NSM, donc l'Agence nationale du médicament, Agence Sécurité nationale du médicament, et en fait, pour en fait atteinte à la vie d'autrui, parce que en l'empêchant de prescrire, en l'empêchant d'exercer son métier, et en l'empêchant de recourir à l'hydroxychloroquine, ben effectivement, on mettait à mort pas mal de personnes qui contractaient le SARS-CoV-2. Sur quoi, si vous voulez, ben, vous avez, au bout d'un moment, le directeur lui-même de l'ASNM qui a démissionné. Ouais, vous avez bien entendu. Vous avez en fait une plainte qui a été déposée par Maître Divisio, et peu après, vous avez le directeur qui démissionne. Donc je veux dire, s'il vous faudrait encore des preuves pour vous prouver que c'est une belle merde, c'est une mingade sans nom, c'est une couillonnade, c'est limite, c'est révoltant. Enfin, je veux dire, si vous ne voyez plus l'évidence, je ne sais plus ce que je peux faire pour vous, en fait, en vérité. Le combat de conscientisation continue, mais s'il vous plaît, prenez conscience qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Voilà, et voilà en quoi cette vidéo ne va pas trop durer, mais je vais finir quand même aussi par quelques réflexions qui me semblent essentielles pour parfaire cette vidéo au mieux que je peux dans mes modestes et humbles moyens. Euh, on sait maintenant à l'heure d'aujourd'hui que les Rockefeller et les Rothschild se sont en fait empressés
de mettre tous les remèdes, en fait, si vous voulez, naturels de côté pour privilégier, si vous voulez, les entreprises et les entités laborantines et pharmaceutiques. Parce que en trouvant de nouvelles molécules, etc., vous pouvez les faire par pétrochimie. La pétrochimie, si vous voulez, c'est ce qui consiste à faire toutes les molécules, toute la chimie à partir du pétrole. Et on s'est rendu compte que c'était une constance importante dans la création de tous les nouveaux médicaments. Et donc, si vous voulez faire valoir vos nouveaux médicaments, vos nouvelles molécules que vous trouvez en laboratoire, vous devez, pour qu'elles se vendent, enrayer et évincer toutes les molécules et tous les antibiotiques, tous les médicaments qui sont peu coûteux, mais d'un ancien monde, en fait, si vous voulez. Et donc, il y a une guerre, si vous voulez, des lobbies d'argent. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça remonte, mais ce sont, à mon sens, des entités laborantines et pharmaceutiques qui sont tenues aussi par des investisseurs, des actionnaires, qui ont aussi... C'est tellement compliqué que ça échappe à tout le monde. Mais en fait, même moi qui creuse, etc., je ne sais pas jusqu'où ça va. Ça peut appartenir à des lobbies de pétrole, d'armement, du nucléaire, que sais-je, que sais-je. Il serait intéressant de creuser dans ce sens. Mais ces personnes-là ont un intérêt à ce que des nouvelles molécules soient mises sur le marché. Et donc, effectivement, dans le but qu'elles se vendent, des nouveaux médicaments et des vaccins doivent être créés. C'est comme ça, en fait, que ça va. Ce sont les lobbies d'argent qui doivent, en fait, si vous voulez, régner au profit des remèdes naturels, au profit de la médecine traditionnelle, on va dire un peu l'ethnomédecine, la phytothérapie, si vous voulez, la thérapie par les plantes ou l'aromathérapie, la thérapie par les arômes. Donc en fait, les médecines, l'acupuncture aussi, je fais des références, voilà. Et ces personnes-là, influentes, ces lobbies d'argent, ont, si vous voulez, ont été, si vous voulez, de tout temps contre les médecines traditionnelles. Donc il y a un bras de fer qui s'est fait depuis le début du XXe siècle, peut-être le début du XIXe aussi, hein, mais de tout temps ça a été fait. Et on le voit maintenant au XXIe siècle, en l'an 2020 et maintenant en l'an 2021, qu'on essaye de faire passer des nouvelles molécules, si vous voulez, bah, comme le remdesivir, qu'on a dit qu'en fait il marchait, alors qu'il y avait des études qui avaient été rendues en mai 2020 qui disaient que ça ne marchait pas parce que insuffisance rénale. Mais on les a fait vendre à l'Europe pour 1 milliard, mais on sait maintenant qu'en fait ils sont dans les tiroirs et ils ne marchent pas. Alors c'est ça en fait les conseillers de la santé. Ce sont des personnes qui vendent un médicament qui ne marche pas, mais encore une fois on nous prend pour des cons. On nous prend pour des cons, c'est pas possible. Ce sont des gens qui sont payés avec l'argent du contribuable et ils nous disent qu'effectivement, bah, ça va marcher, vous ne tracassez pas, alhamdoulilah, tout va bien aller, vous ne tracassez pas, mais motep et motep. Mais en fait, on voit bien que c'est pas ça. On voit bien que c'est pas ça. Ce sont en fait à mon sens, si vous me posez la question, ce sont des hold-up financiers qui font un simple transfert des caisses sociales, donc l'argent du contribuable, etc., vers en fait ces entités laborantines et pharmaceutiques. Et on sait très bien maintenant avec des adages comme Bill Gates qui ne s'en cache plus. Hein. Maintenant, il ne se cache plus de plus rien. Et il dit effectivement que pour $1 investi, vous avez $20 de retour. Donc c'est clairement un système capitaliste destiné à s'enrichir, destiné à prendre les sécurités sociales, en dépit du fait qu'il marche ou pas. Hein. Et d'ailleurs, je vais faire une belle vidéo sur les vaccins. Ça va être un peu plus compliqué parce que si vous voulez, tout un vocabulaire à maîtriser, il y a plusieurs vaccins. Il y a aussi, si vous voulez, le système ARN, etc., qui va modifier l'ADN. Quelque chose que je dois maîtriser un minimum avant de me lancer dans une vidéo et en faire une synthèse. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on voit bien que les vaccins et les nouvelles molécules et médicaments sont mis en avant au détriment des anciens médicaments, molécules, pour les évincer. Et en fait, pour qu'ils passent, si vous voulez, à la trappe ou au chiottes et mettre ça sur le marché, les nouvelles molécules, afin que bah, ça rapporte en fait. Ça rapporte et ils se font des coyons en or, c'est tout. Tout ce qu'il y a à comprendre. Et en ça, je vous invite à aller voir sur François, ils ont une chaîne YouTube, etc. Et il y a eu une très belle interview début janvier du docteur Gérard Maudru. Et il dit lui-même qu'effectivement, on rentre dans un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme-là, c'est quoi? C'est en fait l'ancienne médecine, où vous avez en fait la médecine traditionnelle avec le médecin traitant qui a un rapport avec son patient,
et où en fait chaque médecin traitant en fait prescrit un traitement ou un médicament qui lui semble correct et marché. Et vous avez en fait ce médecin traitant-là qui a une bonne connaissance des habitudes du patient, qui le connaît, qui connaît sa famille, vous voyez, etc. Et en fait, on essaye d'évincer ça pour qu'en fait les lobbies d'argent, les sociétés encore super puissantes, les industriels en fait, s'emparent en fait de la médecine et vous disent, dans la médecine de demain, vous disent à tout à chacun comment vous soigner. Ce sont ces gens-là qui ont en fait vocation à reprendre le flambeau de la médecine traditionnelle pour évincer peut-être tout le corps médical en lui-même, hein, parce que trop coûteux, parce que trop intelligent peut-être, et instaurer une nouvelle intelligence artificielle qui n'a d'intelligence que l'appellation. Parce qu'on sait très bien que maintenant, avec les technologies de l'an 2021, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, en fait, vous n'avez que des intelligences qui n'ont en fait que des connaissances et ne savent, si vous voulez, qu'accumuler ces connaissances par calcul, etc., par assimilation. Mais l'intuition et, si vous voulez, l'intelligence de lier des concepts entre ces mêmes connaissances qui sont dans des serveurs, ben, l'intelligence artificielle ne les a pas. Et ça, on essaye, je veux dire, contre vent, torrent, raz-de-marée, on essaye à tout prix qu'elle l'ait, mais elle ne l'a pas encore. Et le jour où, justement, l'intelligence artificielle aura une intuition, j'espère que ça n'arrivera pas, mais le jour où elle aura une intuition, là, ce sera le début de quelque chose. Peut-être le début de la fin, je ne l'espère pas, mais bon, vous avez compris. Mais ce médecin-là, le Gérard Maudru, il dit qu'effectivement, vous avez un bras de fer entre les anciens médecins qui osent prescrire, qui osent en fait résister. Et il donne un parfait exemple dans sa vidéo où il dit que malgré qu'on leur a interdit, des anciens médecins de petits villages, âgés, j'entends par anciens, hein, ils ont tenté effectivement de faire amener d'autres molécules comme l'artémisia, le médicament, ou alors vous avez l'avermectine. Avermectine. Ouais, j'ai dû lire ouais, j'ai des notes un peu quand même, hein, mais je ne savais pas le dire. L'ivermectine, en fait, il avait des propriétés assez concluantes, etc. Et sur le terrain, en le prescrivant, il voyait qu'il y avait des résultats. Et alors, il a dû même les acheter pour en fait les refiler à ses patients, etc. Mais il voyait bien qu'il y avait des résistances. Il y avait des résistances de ses collègues, etc. Même les personnes qui allaient près de lui, il lui disaient bah, attention à ce que tu fais, etc. Et en fait, on voit bien que bah, les gens, dans leur ignorance, tirent en fait le progrès et la résistance en fait vers le bas et ne permettent pas justement de revenir à des faits scientifiques avérés qui marchent avec des données qui ont été faites. Je rappelle, c'est parce qu'ici on est cantonné, si vous voulez, à l'Europe, hein, à l'échelle de la France, de la Belgique, de la Suisse, etc. Mais il faut savoir que dans d'autres pays, il y a eu des expériences. Il ne faut pas les prendre pour des sauvages ou des sages, hein. Non, loin de là. Ce sont des personnes qui ont rendu des données, qui ont fait des traitements aussi, et qui voient que ces médicaments, ces molécules-là marchent. Donc pourquoi se cantonner à, à se penser au-dessus des autres, à s'orgueillir d'être les meilleurs tout le temps et d'être les plus en avance de telle technologie ou telle avancée scientifique ou médicinale, et qu'en fait, on ne fait que théoriser, on ne fait que radoter, on ne fait que se prendre pour un et avoir les lauriers de l'intelligence, mais sans jamais en fait traiter à la juste mesure et sans jamais répondre avec des faits factuels et sans jamais, en fait, si vous voulez, soigner comme il devrait être soigné. Ça a été testé, il le dit très bien dans son interview, ça a été testé sur 400 patients. Vous aviez un taux de mortalité qui était pratiquement nul. Vous aviez 100% des gens testés, soignés, qui étaient guéris. Et là où ce n'était pas prescrit, il y a 56% de gens contaminés, malades. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose qui se joue. Il y a en fait une transition, une uniformisation de la médecine. On veut donner le même traitement et ces personnes-là vont dans une époque à venir, ils vont en fait, si vous voulez, s'orgueillir d'être en fait des dieux et ils vont vous dire quel traitement sera bon pour vous et ils vont vous dire que bah, tel traitement, alors que ils seront beaucoup plus coûteux, les vaccins aussi, et ça va coûter à des sécurités sociales alors qu'il y avait des médecines traditionnelles. J'en veux pour preuve que les Indiens, si vous voulez, d'Amérique, si vous savez ce qu'il en est, ils ont une longévité de vie, une espérance de vie qui dépasse les 100 ans. Et ces gens-là, vous croyez qu'ils ont recours à Big Pharma? Vous croyez franchement qu'ils vont aller voir Big Pharma en disant t'aurais pas, s'il vous plaît, le Remdesivir ou quoi, le dernier à la mode, etc. Ou mets-moi un peu ton vaccin là, chez Pfizer. Non, non. Ils se nourrissent, si vous voulez,
de plantes, parce qu'ils ont une connaissance, un peu comme les Africains, ils ont une connaissance, si vous voulez, de la terre, mais vraiment qui est transmise, si vous voulez, de génération en génération. Une connaissance de la phytothérapie qui, en fait, dépasse tout ce qu'on peut trouver dans les encyclopédies, etc., etc. Et en ça, ces gens-là savent, en fait, qu'est-ce qui est bon pour nous. Alors, vous avez, notamment chez les Indiens hein, d'Amérique, vous avez le ginseng ou ginseng sauvage. Et en fait, c'est une plante que si vous la prenez, ça renforce votre système immunitaire. Donc, ils ont une bonne connaissance, en fait, si vous voulez, des médicaments qui peuvent, en fait, jouer pour eux, dans leur intérêt. Et vous avez, en fait, des Indiens, c'est pas rare de voir chez les Indiens une espérance de vie au-delà de 120 ans. Au-delà de 120 ans, parce qu'ils ont des remèdes naturels. Ici, on essaye de nous écarter de tous ces remèdes naturels. On essaye en fait de nous faire croire que ces molécules fabriquées dans les laboratoires vont être mieux que ce que la nature a à nous proposer. Mais je vous rappelle qu'à l'échelle de l'évolution, ces laboratoires-là n'étaient pas là. Quand on est passé du singe à l'homme en version 2021, ces laboratoires qui nous proposent des nouvelles molécules et de nouveaux vaccins n'étaient pas là. N'étaient pas là pour nous dire ce qui était bien ou pas. Donc l'évolution s'est faite sans eux. Et selon moi, elle doit se continuer sans eux. L'évolution, l'être humain de demain doit se faire sans ces vaccins-là, sans ces médicaments. Pourquoi intervenir à tout prix? Là encore, il est question d'une escroquerie de dernier niveau, qu'on le comprenne bien. Et pour finir ça, je dirais simplement que non, je disais, pourquoi supprimer les médicaments? Pourquoi supprimer les médicaments? Je l'avais dit, etc. Mais vous avez compris qu'effectivement, c'est au profit des multinationales et des industriels d'argent, les lobbies d'argent. Mais je dirais qu'aussi récemment, vous avez, si vous voulez, l'Italie qui a rétabli la prescription et le traitement par l'hydroxychloroquine. Donc, ils se sont fait avoir, si vous voulez, pendant toute l'année 2020. Et fin 2020, ils ont décidé de réautoriser les médecins à prescrire l'hydroxychloroquine. Alors, c'est le message et la lueur d'espoir qu'on aura pour cette fin de vidéo. Et on voit qu'un pays se lève en fait contre la bien-pensance et la dictature sanitaire, médicinale et scientifique. Et ces gens-là sont dans l'agissement. Ces gens-là sont dans la rationalité. Et ils sont pour sauver leur peuple, pour les soigner et les guérir avant tout. Et c'est quand même paradoxal que ce soit en Europe que ça se fasse. Mais il me semble que c'est pas si paradoxal que ça quand on voit que l'Italie, si vous voulez, se mange toute l'immigration venant des pays pauvres d'Afrique en partie. Donc parce que justement, elle est en proie peut-être à plus de cas. Et on sait bien que pendant le premier confinement, ils ont connu beaucoup plus de morts que la France ou la Belgique ou même la Suède. Et en fait, on voit bien qu'ils veulent agir. Ils sont clairement dans une politique d'agissement où ils veulent du concret et rien d'autre. En ça, je veux dire, c'est salutable. Et je pense que ça peut donner le ton pour que d'autres pays se remettent en question à ce niveau-là, sur le plan sanitaire et le plan du traitement des maladies, etc., pour se dire, bah, l'impulsion, c'est ça en fait. L'impulsion, ça va être de prescrire aussi l'hydroxychloroquine et que d'autres pays se voient grandis et tirer des conclusions de nos erreurs, afin qu'on ne retombe pas dans ces pièges-là. Mais j'espère que vous aurez compris par ma vidéo, en fait, c'est aussi le but de ma vidéo, qu'il s'agit autre chose, en fait, de l'hydroxychloroquine. Il s'agit des multinationales, des lobbies puissants, qui, c'est pas à coup de milliers d'euros, non, non, on parle bien de milliards, etc. Et ces personnes-là ont vocation à se prendre pour Dieu, à décider de la médecine de demain, en enrayant la médecine qu'on a connue jusqu'ici, traditionnelle, la médecine, la phytothérapie, l'aromathérapie, etc., l'acupuncture, les médecines qui sont bénéfiques pour nous, mais qui ne coûtent pas beaucoup. Ils ont vocation à la transformer pour que l'humain de demain soit manipulé par ces personnes-là. Donc ça ne leur suffit pas en fait d'avoir des milliards, ils en veulent plus. Ils veulent encore, si vous voulez, vous prescrire tout ce qu'il faut, etc., et vous dire ce qui est bon pour vous. Mais en ça, il ne faut pas les laisser faire. C'est autre chose que le Covid, c'est autre chose que l'hydroxychloroquine. Il y a clairement, si vous voulez, selon moi, une guerre contre les peuples. Il y a une guerre et une mise à mort, si vous voulez, des classes moyennes et des peuples, au profit encore et toujours de l'argent. Ça a été avéré pour d'autres médicaments, très peu les défendent, c'est encore le cas aujourd'hui. Pourquoi il en serait autrement? Merci pour votre
visionnage. Merci pour votre intérêt et votre temps. D'autres vidéos à venir sur le papier. Au revoir et à très bientôt.